Merci, on te retrouve en début d'après-midi pour ton panorama des risques, cette fois consacré aux économies émergentes. On va passer maintenant à notre deuxième table ronde consacrée à l'essor des entreprises africaines. Alors bien sûr, il ne s'agit pas ici de traiter l'ensemble du continent africain et de l'Afrique subsaharienne de manière indifférenciée, mais plutôt les cas de certains pays qui ont retenu notre attention. Pour y participer, j'appelle à nous rejoindre Alain Malong, directeur général de la compagnie camerounaise d'aluminium Alucam. Vous êtes aussi président du syndicat des industries du Cameroun. Nana Ouzouafari, présidente de l'Association des industries du Ghana. Philippe Labonne, directeur général de Bolloré Africa Logistics, qui fédère donc l'ensemble des activités du groupe Bolloré sur le continent africain et dans les pays qui entretiennent des relations commerciales avec l'Afrique. Gabriel Fall, président des conseils d'administration de la Bourse régionale des valeurs mobilières et du dépositaire central et banque de règlement de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Et j'appelle tout de suite à cette tribune Stanislas Zézé, président directeur général du spécialiste de la notation financière Bloomfield Investment Corporate, à qui je demande de gagner donc ce pupitre pour une présentation introductive. C'est à vous. Bonjour. Merci à la COFAST d'avoir ici Bloomfield Investment Corporation. Donc, nous allons parler aujourd'hui de l'engouement suscité par le continent africain pour les investisseurs. Et nous allons essayer de comprendre en 10 minutes rapidement pourquoi cet engouement-là. Donc, nous allons parler des atouts alors, du continent. Taux de croissance. Ces dernières années, nous avons eu un taux de croissance assez élevé, même si l'impact réel se différencie de pays en pays. L'abondance de ressources naturelles, qui est toujours un facteur très positif en ce moment. Le retour des compétences africaines expatriées, ça c'est un point très important qui apporte un atout extraordinaire aux entreprises africaines. Et ce retour de compétences est suscité par deux facteurs. La crise, évidemment, qui a fait que beaucoup d'Africains rentrent désormais sur le continent, et l'envie aussi de retourner sur le continent. La création d'agences de notation financière locales et régionales, ce que j'appelle des agences de notation de proximité, qui répondent aux trois questions fondamentales que se posent ces investisseurs. Quelle est l'opportunité d'investir? Quel est le retour sur investissement? Et quel est le risque de perdre de son capital? Elles ont eu une importance capitale ces 10 dernières années en Afrique. On discutera de ça plus en détail. Développement des marchés boursiers qui ont connu un développement extraordinaire ces dernières années. D'ailleurs, vous avez M. Fall ici qui va certainement vous parler de l'évolution de la bourse régionale de l'UEMOA. L'environnement des affaires qui est en amélioration. Une main-d'œuvre qualifiée de bon marché à compétences comparatives. La compétence en Afrique demeure encore bon marché. Facilitation de création d'emplois. Nous avons une émergence de chefs d'entreprise qui désormais, avec les réformes qui ont été mises en place, permettent d'avoir de nouvelles structures avec beaucoup d'opportunités. Le coût d'investissement de plus en plus attractif, justement, pour permettre aux investisseurs d'investir en Afrique. Les États ont pris conscience de l'importance des infrastructures économiques et sociales pour les investisseurs. Ils commencent à avoir de plus en plus d'investissements importants dans les infrastructures économiques et sociales dans les pays. Faible compétition dans les secteurs d'activité, ce qui permet aux investisseurs étrangers, évidemment, de pouvoir entrer plus facilement dans les secteurs d'activité. Taux élevé de rentabilité que vous verrez tout à l'heure dans certains slides que je vous montrerai. Niveau de croissance, à part, évidemment, un recul en 2011, on voit bien que le taux de croissance en Afrique a été très élevé depuis 2007. Et si vous regardez cette étude qui a été faite, on montre en termes de ranking. L'Afrique subsaharienne, évidemment, est passée de la 7e place en 2010 à la première place en 2013 en termes d'attractivité pour les investisseurs. Et là, à la question, espérez-vous une rentabilité à plus de 16% sur votre investissement? Vous avez vu qu'en 2012, c'était la Chine qui le remportait. Cependant, en 2013, l'Afrique a pris le dessus avec 64%. Et là, nous avons
une étude qui montre l'attractivité de l'Afrique en termes, vous voyez, différentes en termes d'opportunités d'investissement, de valorisation d'entrée. La valorisation d'entrée des compagnies africaines est très faible, donc évidemment permet aux investisseurs de rentrer à des coûts très bas et ressortir par le haut à des coûts très élevés. Je vais rapidement parce que je n'ai que 10 minutes, désolé. Alors, les atouts des entreprises africaines, évidemment, c'est de ça qu'il s'agit, l'attractivité des entreprises africaines. Je vous ai présenté l'environnement dans lequel évoluent ces entreprises. Maintenant, nous allons parler de l'attractivité de ces entreprises elles-mêmes. Donc, fort potentiel de croissance de développement, forte capacité à générer des revenus, diversification du risque à travers la régionalisation des activités. De plus en plus d'entreprises africaines commencent à régionaliser leurs activités, donc devenir des structures régionales pour justement réduire le risque qui est créé par les situations sociopolitiques que vous connaissez certainement tous. L'environnement professionnel multiculturel à cause de l'intégration régionale qui devient de plus en plus importante et qui a un impact significatif important sur l'évolution des entreprises. La gouvernance en amélioration à travers la diversification de l'actionnariat. Nous avions traditionnellement des entreprises qui étaient des entreprises familiales qui avaient du mal à s'ouvrir à l'actionnariat étranger. Ce qu'on constate aujourd'hui, il y a une évolution significative dans ce sens-là où de plus en plus d'entreprises s'ouvrent à des actionnaires étrangers et ce qui permet d'améliorer très certainement la gouvernance. L'enforcement des capacités de ressources humaines avec l'accent mis sur la formation, de plus en plus de formation, et le retour de la diaspora, comme je disais tout à l'heure. Alors, évidemment, il ne s'agit pas de dire que l'Afrique est un Eldorado. Évidemment, il y a des challenges. Et ces challenges qui font, en réalité, que cet engouement pour l'Afrique ne se transforme pas toujours en investissement effectif. Et parmi ces challenges, évidemment, le risque sociopolitique qui est toujours ce qui est perçu comme le risque le plus important pour les investisseurs quand ils doivent investir sur le continent. La mauvaise gouvernance. Évidemment, la mauvaise gouvernance, c'est toujours un facteur très important regardé par les investisseurs. Mais il est important ici de clarifier quelque chose. C'est vrai qu'on voit toujours la mauvaise gouvernance comme un phénomène africain en réalité. La mauvaise gouvernance est un phénomène international. Sauf que malheureusement, c'est un phénomène qui se développe ou qui prolifère dans des environnements où l'impunité règne. Et malheureusement, le continent est un des endroits où l'impunité règne. Donc forcément, il y a cette prolifération de mauvaise gouvernance, même s'il y a des efforts extraordinaires qui sont faits pour réduire cette mauvaise gouvernance-là. Et la raison pour laquelle je parle de phénomène international, c'est qu'on a sur le continent des entreprises occidentales qui aussi, malheureusement, s'adonnent à cette mauvaise gouvernance parce que l'environnement est un environnement d'impunité où on arrive à ne pas respecter les règles et sans conséquences particulières. Système judiciaire opaque. Tout à l'heure, un des intervenants parlait de la possibilité de pouvoir rentrer dans un recouvrement dans un délai raisonnable, mais on a toujours ce problème d'opacité de système judiciaire. La lenteur et la lourdeur administrative, évidemment, peuvent être un frein à l'attractivité des investissements. L'accès limité au financement des entreprises, c'est un problème fondamental, dans la mesure où non seulement l'argent coûte très cher quand on y accède, mais il y a d'énormes difficultés pour les PME d'accéder. Il n'y a pas de politique véritable d'encadrement des PME, ce qui constitue un frein également à l'investissement. Le manque de fonds d'investissement dédiés aux PME. La majorité des fonds d'investissement qui sont de plus en plus intéressés à investir en Afrique, généralement, investissent dans les plus grandes PME. Alors que nous avons des économies qui sont en réalité, qui ont un tissu économique qui est constitué de près de 98% de PME. Donc évidemment, ça laisse ces 98% de PME dans une situation financière plutôt difficile. Voilà, je pense que... Ben, c'est extraordinaire, je pensais que je n'allais pas pouvoir le faire en 10 minutes, je crois que j'ai même fait en 8 minutes. Okay. Merci.
Voilà, ce serait une performance supplémentaire à mettre à l'actif du continent africain. C'est que c'est la première présentation qui finit dans les temps. Merci, merci beaucoup Stanislas Zézé. Alors effectivement, on l'a vu, l'Afrique subsaharienne qui affiche des taux de croissance élevés et stables depuis maintenant plusieurs années, au point qu'on a pu parler de relais de croissance pour les pays avancés confrontés à la crise. Alors est-ce le cas? Et au-delà des performances macroéconomiques globales, quels sont les pays et surtout les entreprises et les secteurs qui sont les porteurs de cette croissance? Comment les identifier et comment créer un environnement favorable afin de mieux les aider à se développer? I'd like to start with a question to Nana Owusu-Afari. Your country, Ghana, is often praised as one of the best places to do business in the continent and certainly the fastest growing economy in Western Africa. What sectors in particular do you see as the leading forces behind this success? And my second question would be, with the discovery of new oil fields 3 years ago, Ghana has become now an oil producer. Would you call it a curse or a blessing? Thank you very much. I'm really pleased to take part in this very important conference and to share with you some highlights of Ghana's development efforts. The areas where we are having substantial growth in the economy of Ghana is in the area of construction, the construction industry, mining, and then quarrying. And then we have also the telecommunications. Telecommunications are doing very well. And then the financial services. Banks and insurance companies have come in. There have been quite a lot of legislation to enhance banks' profitability, and other banks are coming in, especially banks from Nigeria have come in. Quite a few years ago, there were only a few banks, but right now we have about 26 commercial banks, in addition to about 134 rural and community banks, not to talk about the non-bank financial sectors. So you realize that in the services sector, telecommunications, banking and insurance are the leading areas where growth is really taking place. And then you have construction, and then the quarrying area and mining. Now, with mining, with special reference to your second question, the country discovered commercial quantities of oil in 2007, and then within 3 years, oil started flowing, and we started doing exports of oil from Ghana. That also led to quite an appreciable increase in our GDP. And 2011 also, we were ranked as the fastest growing economy. But of course, that has slowed down. That was because of the oil exports that catapulted the growth to those levels. Right now, we are around 7-8% of growth. Now, you also realize that the oil industry is quite new to Ghana. Not much of expertise had been developed in that area. So my association of Ghana Industries took it upon ourselves to develop what we call the local content exhibition and conferences. And for 4 years, we're wrapping up these conferences and make sure that all the major international players in the oil industry attended these conferences to scale up the SMEs. How can they bring them also on board to be able to take part in the development of the new oil that we have found? And it has gone on quite well. A lot of skills have been developed, and so a lot of the SMEs are now taking part in the oil industry. Do you have any concern that it may also distract investors from, foreign investors from investing in other sectors than the energy sector, and the government from pursuing fiscal discipline? Yes. Currently, the government is on track, having overspent during the election year. This has been a very vicious circle. Anytime there is elections, government overspends, and then they have to go back again to correct what they have done. Now we're trying to put
in place a lot of measures to be able to stem this overspending during election years. Government is now putting in a lot of measures, and then civil society is also on the government's back to make sure that they don't overspend in election years so that the fiscal discipline is maintained, because that is very important to sustain the growth of the economy. Alors vous, Alain Malonga, on peut dire que les matières premières sont au cœur de votre activité, même s'il ne s'agit pas en l'occurrence de pétrole, mais d'aluminium, l'une des grandes industries du Cameroun. Pour autant, je voudrais vous faire réagir d'abord à ce que vient de dire Nana Ouzou Afari. La production d'hydrocarbures, évidemment, elle occupe une place très importante de l'économie camerounaise. Comment est-ce que vous vivez, vous, justement, la position qui est la vôtre? Le poids du pétrole dans l'économie, c'est un facteur sans doute essentiel à votre propre production, mais est-ce que c'est un frein ou bien une chance pour le pays dans sa capacité à innover, à entreprendre et à soutenir l'investissement productif? D'abord, merci pour l'invitation. Je tiens à remercier la COFAS et je suis très heureux que le syndicat des industriels du Cameroun soit représenté ici, à travers moi-même. C'est à ce titre que je suis là, accessoirement comme directeur général de la compagnie camerounaise d'aluminium. Ce que je peux dire, pour reprendre la contribution de M. Nana Ouzou, c'est fondamentalement que le panorama qu'il a dépeint pour l'économie ghanéenne n'est pas foncièrement différent au Cameroun. Je dirais que l'élément que je rajouterais, c'est que le Cameroun a un potentiel hydroélectrique qu'il est en train de valoriser de mieux en mieux. C'est un élément important parce que même si le Cameroun produit du pétrole, du gaz également, ces matières premières sont essentiellement vendues sur le marché international. Par contre, pour ce qui est de la production d'énergie électrique, le Cameroun s'appuie plutôt sur l'hydroélectricité. Alors c'est très capitalistique, ce sont des projets généralement coûteux, mais évidemment qui sont très valorisants, disons, dans la durée, parce que la première centrale hydroélectrique qui a été construite au Cameroun l'a été dans les années 50 et elle continue à fonctionner aujourd'hui. Donc je dirais que c'est peut-être le bémol que j'apporterai par rapport aux informations que communiquait M. Nana Ouzou. Maintenant, la question de savoir quelle est l'utilité que l'on doit tirer des matières premières dans une économie donnée, à mon sens, je crois que ça doit être lié à l'histoire économique du pays. Il est très clair que, s'agissant, disons, du pétrole, du gaz, ce sont des ressources fossiles, et de fait, ce sont des ressources qui sont appelées à disparaître dans le temps. La grande question est de dire que fait-on, je dirais, entre le moment où on commence à les exploiter et le moment où on sait que ces ressources disparaîtront. Alors, ça peut être extrêmement compliqué, parce que même si de façon vertueuse, on s'attendrait à ce que ces ressources soient utilisées pour améliorer la formation, pour investir dans les infrastructures, la réalité est qu'elles peuvent parfois également servir à réguler, disons, je dirais, la situation sociale d'un pays. On a vu cela dans beaucoup de pays africains. Lors de la crise de la faim, des subventions ont été faites à l'importation de denrées alimentaires. Dans un pays comme le Cameroun, des sommes considérables continuent à être utilisées pour la subvention au secteur des transports. Et voilà. Donc ce que je pourrais dire, c'est que je ne voudrais pas trop rentrer dans le débat sur la question de savoir si disposer de ressources naturelles est une calamité ou c'est, je dirais, une donnée du ciel. Je crois que le fond du problème est celui finalement de dire quelle sera, disons, la contribution que ces ressources pourront avoir dans l'économie du pays ou d'un pays, je dirais, dans le temps. Alors reste évidemment la tentative de développer d'autres secteurs, et on pense de ce point de vue-là à la charte de l'investissement de 2002 et au code sectoriel. Où en est-on aujourd'hui? Alors le Cameroun a pris beaucoup plus de temps que ses voisins de la CEMAC à mettre en forme, disons, la charte de la CEMAC, parce qu'en fait c'est une charte communautaire. Et aujourd'hui, je dirais, tous les décrets d'application existent. Et de fait, si on veut investir, disons, dans l'économie camerounaise, les leviers traditionnels que sont l'exemption à l'importation, la détaxation sur une durée donnée, sont des leviers, évidemment, sur lesquels on peut s'appuyer pour développer une activité. Donc, ça a pris du temps, je suis d'accord avec vous, mais Dieu merci, c'est une réalité aujourd'hui.
Philippe Labonne, on ne présente plus un groupe Bolloré en Afrique. Vous êtes présent dans 46 pays africains, le premier réseau de logistique intégré sur le continent, le premier opérateur de partenariat public-privé portuaire et ferroviaire. Comment jugez-vous, vous, d'un point de vue général, les performances économiques du continent, cette croissance? Est-ce qu'elle vous semble solide? Écoutez, tout d'abord, je rebondirai sur ce que disaient messieurs Trichet et Padoan. S'il est difficile d'avoir une approche unique pour des continents tels que l'Europe, donc on parlait d'hétérogénéité de l'Europe, c'est aussi le cas pour l'Afrique. Donc l'Afrique est diverse. Il y a certes quelques traits communs et qui sont aussi des atouts. Tout d'abord, la population du continent et sa démographie qui sont un des moteurs forts du développement. Et aujourd'hui, on note un certain nombre, je rencontre régulièrement des clients qui vont se positionner sur le secteur des biens de consommation. Il y a également un autre aspect qui est très vrai en Afrique, c'est la nécessité de construire des infrastructures qui sont à la fois un moteur et le socle du développement. Tout le monde sait qu'un port qui fonctionne bien apporte entre 1 et 2 points de croissance, sans compter les retombées directes créées lorsque un pays construit ses infrastructures. Nous, par exemple, avons construit un terminal à Pointe-Noire et nous avons créé 1500 emplois en même temps que nous avons contribué à dynamiser l'activité de la ville de Pointe-Noire en doublant les volumes qui sont importés par le port et en doublant également les transbordements pour la région. Donc les infrastructures de transport sont un moteur fort du développement et je pense que c'est valable sur l'ensemble de l'Afrique. Il y a également les infrastructures d'énergie, les infrastructures scolaires. Nous rencontrons fréquemment des groupes scolaires de bon niveau qui investissent en Afrique. Il y a également un besoin fort en Afrique et qui est général à toute l'Afrique. C'est que je pense que l'Afrique se construira grâce aux innovations. Ça a déjà été le cas. On peut voir qu'un des moteurs forts de la croissance a pu être les télécoms. Notre plus gros client chinois en Afrique est le groupe Huawei. Et nous savons tous que Orange a développé au Kenya, avant de le développer en Europe, les solutions de paiement par téléphone. Donc ces sauts technologiques vont permettre à l'Afrique d'avancer vite. En même temps, cette, carence en infrastructure est aussi une chance. Il y a, je pense, un autre secteur dans lequel le groupe a beaucoup investi, puisque vous savez que le groupe Bolloré a investi plus d'1,5 milliard d'euros dans le développement d'une batterie. Et nous sommes convaincus que ces solutions de développement d'énergie durable autour de ce système de batterie qui s'affranchissent d'un réseau sont un moyen de permettre à l'Afrique et à ces zones rurales de se développer et aussi d'avoir des sauts de croissance. Récemment, et ça s'applique à tous les secteurs, moi ce que je note, c'est que aujourd'hui, tous les intervenants qui approchent le continent africain l'approchent avec des idées neuves. Voyez-vous, j'étais hier avec un des leaders mondiaux du secteur de la grande distribution qui est lui aussi convaincu que le secteur du e-commerce se débloquera beaucoup plus vite en Afrique qu'il l'a fait ailleurs et que l'Afrique va s'affranchir d'une infrastructure de distribution. Donc pour moi, la croissance africaine, elle est variée. Elle n'est pas forcément liée aux ressources naturelles. Nous avons tous en tête l'exemple de quelques pays. Je vais citer le Rwanda, je vais citer l'Éthiopie, je vais citer aussi la Côte d'Ivoire qui produit également, qui transforme plus d'un tiers de sa production de cacao. Donc il y a un certain nombre de pays qui mettent en œuvre des réformes structurelles, qui attirent les investisseurs et qui préparent le développement. Pour finir, sur votre question de la malédiction des matières premières que vous ne me posez pas, et pour répondre également à M. Malong, aujourd'hui, il y a des pays qui ont entamé l'après-pétrole. Et là, je vais reciter le Congo. Le Congo a bien conscience qu'un des atouts de ce pays-là, c'est son positionnement géographique, placé sur l'équateur, qui lui permet d'être une zone de transit. Ça pourrait aussi être le cas pour le Cameroun. Donc oui, globalement, le moteur africain est bien en marche.
Gabriel Fall, avant d'aborder les questions liées au financement des entreprises dans les États d'Afrique de l'Ouest, à l'organisation des marchés, je voulais vous interroger sur votre expérience passée et présente des sociétés cotées et puis de la clientèle corporate. Au cours des 10-15 dernières années, vous avez observé, vous, une évolution dans la taille, la structure des entreprises, les types de secteurs d'activité qui se développent en Afrique de l'Ouest. Est-ce que vous voyez un réel tissu d'entreprises locales, y compris des PME, des entreprises de taille intermédiaire, se développer ? Absolument. Je pense que les entreprises ont évolué en termes de taille, elles ont évolué en termes d'activité, en termes de diversification et surtout en termes de management et de gouvernance. Il faut dire qu'à l'heure actuelle, la cotation donc, sur une place comme la Bourse régionale des valeurs mobilières apporte un plus évident aux besoins de transparence et aux besoins donc, de qualité de management. Je dirais qu'en ce qui concerne les PME, nous avons une exigence macroéconomique de financer, donc d'apporter des solutions de financement donc, aux PME, mais nous avons aussi une contrainte qui est la contrainte microéconomique du risque de crédit. Il faut savoir qu'une bourse, en fait, est alimentée par l'épargne donc, des ménages et notre rôle de protection de l'épargne publique fait qu'on doit être relativement prudent dans cette approche microéconomique donc, du financement des PME. Toutefois, moi je pense qu'une des solutions, c'est la proximité. Certains pays commencent à mettre en place des institutions de crédit pour les PME qui permettent, si vous voulez, de suivre l'évolution de la PME avec la proximité voulue. Parce que donc c'est une façon de pouvoir apporter non seulement du financement, mais des conseils et peut-être, je dirais, d'autres facteurs comme les réseaux, la technologie, un certain nombre de facteurs qui participent au développement donc, des PME. Quels sont les secteurs qui recourent le plus fréquemment au financement des intermédiaires via les marchés et quel type d'investisseurs voyez-vous ? Écoutez, en ce qui concerne les marchés, ce sont en général des grandes entreprises. Bon, on a parlé du secteur des télécommunications, qui est probablement le secteur le plus dynamique. Mais je voudrais revenir aussi sur les infrastructures, dont a parlé M. Labonne tout de suite. Les infrastructures sont devenues absolument capitales. Vous savez que dans le passé, seules, je dirais, les institutions d'aide publique au développement, c'est-à-dire la Banque africaine de développement, la Banque mondiale, etc., participaient au financement des infrastructures. Aujourd'hui, je dirais que cette approche va en diminuant au profit d'approches PPP, c'est-à-dire partenariat privé-public. Aujourd'hui, on se rend compte que quand une Banque africaine de développement finance 10, 12 projets dans un pays, je dirais le PPP, en tant que concept de financement, peut en financer beaucoup plus. Et ça implique, si vous voulez, je dirais, une rentabilité recherchée qui est quand même plus intéressante que la rentabilité lorsque le projet est uniquement mené par les pouvoirs publics. Stanislas Zézon, on a bien vu dans votre présentation que les opportunités en Afrique, elles sont à chercher aujourd'hui au-delà des ressources naturelles, du côté des entreprises, avec des niveaux de rentabilité, vous l'avez souligné, particulièrement élevés. Quels sont, d'après vous, les secteurs les plus solides dans la croissance actuelle, les plus intéressants pour investir ? Faut-il se tourner vers ceux qui sont davantage axés vers la consommation ? Est-ce qu'on se voit se développer un secteur manufacturier qui ne serait pas uniquement tourné sur la consommation des ménages, mais également sur les biens à l'exportation ? Je crois que les télécoms, comme l'a mentionné tout à l'heure M. Fall, sont un secteur très porteur et qui entraîne aussi beaucoup de création d'entreprises pour les dérivés de la télécom. Nous avons aussi le secteur du tourisme qui se développe de façon significative à différents niveaux en fonction des pays naturellement. Et le BTP. Le BTP, très important. On parle d'infrastructures. On se rend compte de l'importance d'avoir des infrastructures
qui sont fiables, qui permettent de créer un environnement des affaires attractif dans les infrastructures qui sont de plus en plus, qui pèsent énormément en termes de budget, dans le budget des États africains désormais, qui se rendent compte qu'il est important d'investir. Maintenant, où je pense qu'il y a une marge de manœuvre extraordinaire, c'est le secteur de l'industrie de la transformation. Le secteur de l'industrie de la transformation en produits semi-finis ou en produits finis, hein, qui a encore une marge extraordinaire parce que la majorité des pays ne transforment pas leur matière première. Et vous avez aussi le secteur des services, donc services bancaires qui se développent de façon extraordinaire. Vous voyez à l'île Maurice, au Nigeria, dans d'autres pays aussi de l'Afrique. Et le secteur de l'assurance qui a un taux de pénétration pour l'instant qui est très faible, hein, de 3%. Donc évidemment, vous avez une marge de manœuvre extraordinaire de ce côté-là. Il y a un potentiel extraordinaire dans ces différents secteurs d'activité que j'ai énoncés. Et c'est la raison pour laquelle, tout à l'heure, je parlais du dynamisme des entreprises africaines. Vous avez de plus en plus d'investisseurs qui comprennent l'importance d'investir directement dans les entreprises en equity, donc en actions. Et avec cet investissement, ils apportent donc leur réseau, la technologie, les fonds. Évidemment. Pour les entreprises au crédit bancaire, ce que vous m'avez dit en préparant cette Oui, table ronde. je pense que si, évidemment, forcément, ça n'élimine pas complètement le crédit bancaire, mais au niveau où nous sommes, de développement, il est important qu'il y ait plus de développement dans investissements en actions que des investissements par le biais du crédit, actuellement. Ouais. You wanted to add something? Yeah, I just wanted to also add to the issue of processing. You see, right now, a lot of African countries are developing their middle-level manpower, and there is serious shortage of materials that they will even consume. So what is happening is that there is a lot of imports of cheap items from China. And we think that most of these items could be manufactured in our countries. And therefore, I think this is a very unique opportunity for investors who want to come over to the continent. They should look at turning the raw materials into finished goods. For instance, my country is importing something like $500 million worth of rice, which can be grown in the country. Why? Because of the poverty levels. So if we have international companies that come in and then take arable land and then invest heavily in that, it's a very easy profit to be made. We have also developed our investment code. We have reviewed it to make it attractive for investors to come in and process our raw materials. Ghana has been producing cocoa, is the second largest producer of cocoa. And until recently, we didn't have a lot of people grinding cocoa. Right now, there are a few companies that have come in to grind cocoa. We need more investment in that area and so many other areas, which is very, very important, not only for Ghana, but also for other African countries in terms of raw material processing. What are the main obstacles to domestic investment? Well, we've talked about the SMEs and the risk involved with SMEs. But right now, we are upscaling them by giving them a lot of training in bookkeeping, in basic management. Sometimes it's not only the money that they need, but they need also management, which is very, very important. And we have also set up entrepreneurial training institute in Ghana, which is helping the young graduates from the tertiary institutions to upskill themselves and develop entrepreneurial skills so that they can take on some of these items that I've mentioned. They can go in, once you have the management skills, and the banks are sure that you don't pose too much of a risk, they can support you through venture capital and other things which are in operation in my country.
Gabriel Fall, à côté des multinationales et des quasi-monopoles domestiques, on voit aussi beaucoup de sociétés familiales se développer, accéder au rang de plus grandes entreprises. De quoi ont-elles besoin, ces PME, pour se développer? Elles ont besoin essentiellement de conseils, elles ont besoin de financement, elles ont besoin de progresser, si vous voulez, sur la structuration des sociétés, notamment en termes de gouvernance, en termes de diversification, de délégation de responsabilités, puisque souvent vous avez un chef d'entreprise qui est un peu omnipotent dans la gestion de son entreprise. L'idée, c'est qu'il puisse déléguer, qu'il puisse avoir une vraie équipe qui travaille donc pour l'entreprise. D'autre part, je dirais qu'aujourd'hui, la palette des financements disponibles aux grandes entreprises familiales, c'est considérablement, je dirais, amélioré, puisque vous avez maintenant du Foreign Direct Investment, vous avez du Private Equity qui est assez actif donc, à ce niveau-là. Vous avez les transferts des migrants, qui est une somme importante, un aspect important. Et vous avez aussi, je dirais, l'investissement en portefeuille. L'investissement en portefeuille commence à devenir important. Les gens ont besoin de valoriser leur épargne et donc ils n'hésitent plus à acheter des titres de capital ou des titres de dette. Même les investisseurs étrangers, on a constaté qu'il y avait, je dirais, certaines habitudes. Par exemple, les anglo-saxons, les Anglais sont à la recherche d'une action qui aurait des performances, je dirais, surnaturelles presque. Je pense par exemple à la Sonatel qui a été cotée depuis 1998 à la bourse d'Abidjan, qui entre-temps a pris 1000% d'augmentation de valeur tout en distribuant 10% de sa valeur boursière chaque année. Et vous avez les investisseurs américains qui travaillent sur un système de fonds mondiaux. Alors, qui dit fonds mondiaux parle d'allocation d'actifs, 22% pour l'Amérique du Nord, 17% pour l'Europe, et il y a toujours un 4 ou 5% pour l'Afrique. Et notre travail consiste à les aider à constituer donc leur portefeuille africain. Et puis, les investisseurs français sont assez peu présents sur les bourses africaines. Et quand elles le sont à la recherche de filiales du CAC 40 qui opèrent donc, qui sont cotées sur ces bourses-là. Mais bon, ça reste quand même un investissement assez prudent puisqu'il se base sur le fait que la filiale africaine a les mêmes standards de gestion que la maison mère à Paris. Alain Malon, quel rôle jouent justement les investisseurs étrangers français dans le développement du tissu industriel au Cameroun? Bon, je dirais que les liens traditionnels entre la France et le Cameroun sont connus, hein, comme pour la plupart, disons, à part le Ghana, bien entendu, mais je dirais la plupart des pays d'Afrique francophone. Et de fait, la présence d'intérêts français est significative, si je m'en tiens déjà à la présence de M. Labonne. Donc, en réalité, la France est évidemment un acteur de premier choix. Il n'en reste pas moins qu'on assiste aujourd'hui à un intérêt de plus en plus marqué d'acteurs nouveaux. Alors, ça peut être dans différents secteurs. Par exemple, dans l'agro-industrie, on assiste à un intérêt de plus en plus significatif d'acteurs, disons, asiatiques ou même américains sur des projets d'importance. Dans le domaine de l'électricité dont je parlais tout à l'heure, la présence, disons, d'acteurs américains ou anglo-saxons, récemment un acteur anglais qui je dirais, a marqué de l'intérêt pour la Société nationale d'électricité. Donc voilà, je dirais il y a finalement un intérêt qui, je crois, se rapporte aux potentialités d'un secteur donné et qui amène évidemment
paysage assez diversifié, disons, d'investisseurs. Cette présence de grandes multinationales étrangères, bon, Alucam est elle-même filiale à 50-50, 46-46 de l'État et de Rio Tinto Alcan, pardon. Mais cette présence de gros investisseurs et de grosses multinationales étrangères, elle permet aussi à un tissu local de PME d'émerger, de se développer. Vous le voyez dans l'industrie ou c'est encore largement absent? C'est un vrai sujet. Je crois que M. Nana Oussou en a parlé tout à l'heure en parlant de tout l'encadrement qu'il faut apporter aux PME, disons, pour leur permettre d'arriver aux critères de performance qu'attendent des entreprises d'une certaine taille. En fait, la question de fond se situe à ce niveau-là. Mais de façon évidente, il y a un effet d'entraînement important dans la présence, disons, d'entreprises comme des filiales de grands groupes et toute la collaboration qu'elles peuvent avoir avec les sous-traitants et les fournisseurs locaux. Philippe Labonne, un des obstacles régulièrement soulevés, alors il y a la question du financement qu'on va aborder, il y a aussi une autre question qui est le problème des infrastructures, qui est souvent soulevé comme un des obstacles majeurs au développement du tissu local d'entreprise. Écoutez, c'est clair, avant de parler d'industrialisation en Afrique, il faut qu'il y ait des infrastructures. L'Afrique dispose, je l'ai dit, d'un formidable atout qui est sa jeunesse, et donc la main-d'œuvre, je dirais, est là. Maintenant, les infrastructures doivent être construites. Effectivement, il est important, comme le soulignait M. Nana et également le directeur général, le président de Bloomfield, que les entreprises dans ce secteur-là puissent se financer. Et en fait, je viendrai à un autre point, c'est comment sera l'Afrique dans 10 ans. Je pense qu'il faut que les marchés atteignent des tailles critiques, et c'est particulièrement vrai pour les marchés financiers. Donc, pour construire ces infrastructures, il faudra ces marchés-là. Je voudrais aussi rebondir sur la question que vous avez posée à M. Malong sur l'évolution des entreprises françaises en Afrique. En fait, je pense qu'elles n'ont pas régressé, mais ce qui s'est passé, on sait tous, il y a 10 ans, les échanges entre l'Afrique et l'Europe, c'était 200 milliards de dollars, aujourd'hui c'est 300 milliards. Mais il y a 10 ans, les échanges entre la Chine et l'Afrique étaient de 10 milliards, ils sont de 213 milliards aujourd'hui. Donc il y a de nouveaux investissements. Oui, donc la part relative a diminué, mais les intérêts asiatiques, et en particulier chinois, ont augmenté par 10. Donc, et cette tendance-là, après, on peut se poser la question, qu'est-ce qui va se passer dans les 10 ans qui viennent? Moi, ce que je pense dans les 10 ans qui viennent, en écoutant les intervenants autour de la table, je suis conforté dans ma position, c'est qu'en fait, l'Afrique va se connecter elle-même. Elle va se connecter elle-même, va se créer des pôles d'expertise, basés, je pense, sur des marchés régionaux, et en ce sens, la réforme récente de l'EAC qui s'est rattachée à COMESA est, je pense, un bon mouvement. Donc, des pôles d'expertise vont se créer, et le commerce intra-africain va se développer, étant entendu que les infrastructures devront être construites. Mais là, je suis aussi confiant car je pense qu'il y aura des sauts technologiques. Stanislas Zézé, comment, dans les entreprises, on va revenir vraiment à cette question du financement, dans les entreprises d'abord que vous notez, comment vous jugez, vous, de la transparence des comptes? Parce que c'est aussi une question qu'on se pose parfois, et de la fiabilité du coup. Écoutez, généralement, et d'ailleurs de façon systématique, nous notons les sociétés qui ont des états financiers audités par des commissaires aux comptes agréés. Donc déjà, ça limite la possibilité d'avoir des états financiers pas fiables. Je dis ça limite parce qu'il y a des cas où ce n'est pas forcément une fiabilité complètement garantie, ça on l'a vu partout dans le monde. Nous ne remettons pas cependant en question naturellement le travail des commissaires aux comptes. C'est juste que c'est la base. Ensuite, vous avez deux types de sociétés que nous notons. Des sociétés qui se font noter de façon obligatoire parce que ça rentre dans le cadre d'une réglementation, et à celles qui se font noter de façon volontaire. Généralement, la première notation suscite une certaine crainte de la part de l'entité notée, dans la mesure où on ne sait pas vraiment ce que ces agences-là viennent fouiner dans nos affaires, qu'est-ce qu'ils vont ressortir, qu'est-ce qu'ils vont publier. Mais après la première notation, elles se rendent bien compte que l'idée, ce n'est pas de pénaliser les entreprises, mais c'est de leur permettre d'établir une vraie valeur intrinsèque de crédit qui permettrait justement de les rendre attractives vis-à-vis des investisseurs.
Donc évidemment, elle volontairement donne toutes les informations nécessaires dont vous avez besoin, même celles celles que vous ne demandez pas, elle les donne quand même après la première. Donc là, le problème, c'est la première notation. La première notation pose problème, mais généralement, nous n'avons pas de problème avec les informations, la fiabilité des informations, parce qu'elles viennent directement de l'entreprise, et nous avons des moyens de recouper la fiabilité des informations à travers des interviews que nous faisons dans le processus de notation financière. Une question peut-être d'ailleurs, je ne sais pas qui souhaiterait y répondre, évidemment, je pense que Gabriel Fall a forcément un avis là-dessus, mais sur la question de la liquidité dans l'accès au financement, le fait effectivement d'avoir un certain nombre de places régionales, évidemment vous en êtes une pour l'UMOA, est-ce que d'une certaine manière, il ne faut pas se poser aussi à un moment peut-être la question de la centralisation, du regroupement de ces activités pour donner davantage de profondeur au marché? Et c'est vrai, quand on regarde les grandes économies en Afrique de l'Ouest, on pense notamment au Nigeria qui pourrait faire office de grandes places régionales. Oui, nous avons un projet ouest-africain avec le Nigeria et le Ghana. Nous voulons en fait arriver à terme à une plateforme commune. Mais nous allons commencer, si vous voulez, on va y aller par étapes. La première étape étant, si vous voulez, l'agrément croisé, c'est-à-dire qu'un broker de la place de Lagos pourrait intervenir directement sur la place d'Abidjan et vice-versa, ou sur la place du Ghana. Ensuite, bien sûr, faire du multilisting, comme c'est le cas pour Ecobank aujourd'hui, qui est listé au Ghana, au Nigeria et à Abidjan. Donc, il y a un certain nombre de dispositions qui sont en train d'être prises et qui doivent aboutir à terme à des rapprochements qui permettraient donc d'avoir une plateforme commune. C'est un projet qui est en cours et qui ne manquera pas de se développer puisque c'est la volonté donc des différentes autorités boursières et financières. Une autre question, another question, Nana Uzafari, about this time governance. Ghana is often given as an example for its sound management and good governance practices. Is it always true? What challenges still need to be addressed, according to you? Let's be very practical. For instance, right, the arrears in payment from the government to its suppliers. Isn't that a problem of governance as well? It is, but fortunately, we have been telling government about this problem, and now they are doing something very positive about it. The government had come out in its last budget statement, no contracts which have not been identified in the budget, so that any contract that is given out, they know that money will be available. Previously, all the metropolitan and regional assemblies were just giving out a contract without reference to the Ministry of Finance. That has stopped. So I'm sure that with that, once you get a contract and you have executed it nicely, your papers will be processed for payment. For governance, yes, it is still quite a challenge. You remember that Ghana had to wait for about 8 months after the last elections for the Supreme Court to decide. But the important thing is that we are allowing the rule of law to operate in the country. This is a very, very positive achievement, and that is helping everybody who wants to invest in Ghana to know that you come to invest in Ghana and nobody will misappropriate your investment. You go through the investment promotion and sign all your papers, and you are free to invest and take your dividends out after you have paid all the necessary taxes. So I think that as far as governance and other things are concerned, the institutions are being strengthened to be able to make sure that everything goes on well. I'm not saying that everything is very, very sure for the country of Ghana, but at least we are doing the best that we can. There's a lot of civil society pressure on the government in watchdogs and other things as far as finances and how the finances are used are concerned. So I'm sure that investors, when they come in, they will find that things are quite okay as far as the rule of law and making sure that your investments are safe are concerned. Thank you.
Alain Malong, on ne peut pas évoquer bien sûr l'état du Cameroun sans parler de celui qui l'incarne aux yeux du monde depuis maintenant bientôt 32 ans, Paul Biya, l'un des plus anciens chefs d'État encore en exercice. Est-ce d'après vous un gage de stabilité politique et donc économique? Et quid de l'impact qu'aura son éventuelle succession sur l'économie camerounaise? Bon, c'est un gage de stabilité de façon évidente. Sur le plan institutionnel, maintenant, le dispositif existe. La Constitution prévoit qu'en cas de vacances présidentielles, le président du Sénat, dans un délai de 4 mois, organise les nouvelles élections présidentielles. Et au cas où il y aurait une vacance, disons, du président du Sénat, qui lui-même est une personne assez âgée, c'est quelqu'un qui approche les 80 ans, le vice-président, qui est également quelqu'un d'assez âgé, serait la personne qui organiserait les élections. Donc je dirais que de ce point de vue, le dispositif existe et il n'y a pas de raison particulière de penser que les choses ne se mettront pas en place quand elles devront se faire. Gabriel Fall, dans les pays, avec évidemment une stabilité à la tête de l'État, d'État fort, est-ce que vous avez le sentiment, vous avez noté un appétit des investisseurs pour des entreprises qui ne seraient liées justement ni aux États, ni aux filiales de grands groupes étrangers? Est-ce que ça constitue un risque finalement d'aller investir dans ce type d'entreprise lorsque l'État occupe évidemment un poids important? Je pense que les investisseurs étrangers préfèrent des entreprises entièrement privées. Ce sont des investisseurs qui cherchent un rendement, cherchent une croissance, pas nécessairement, je dirais, des relations particulières avec les États. Donc, vous savez que maintenant, dans les banques, on est obligé de donner la liste des personnalités politiquement exposées. Donc, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Et donc, c'est pas... Franchement, je ne peux pas dire que les investisseurs locaux ou étrangers recherchent particulièrement une proximité avec l'État. Philippe Labonne, pour vous, la qualité de la gouvernance, elle rentre en compte dans vos décisions d'implantation et d'investissement? Écoutez, on sait tous qu'une partie du succès du Ghana vient du fait qu'il a su réaliser paisiblement et en toute transparence sa transition démocratique. Et bon, on va en rester là alors. Merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous pour cette table ronde.